Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux lectures linéaires pour le bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un extrait de la pièce Oh les beaux jours de Samuel Beckett qui s'inscrit dans le parcours associé spectacle et comédie en lien avec l'œuvre intégrale Le Malade imaginaire de Molière. Donc l'idée, c'est de montrer aussi en quoi ce texte reprend des thématiques ou des points essentiels évoqués dans l'œuvre intégrale. Alors tout d'abord, nous allons débuter bien sûr comme il se doit par l'introduction et comme d'habitude, vous n'oubliez pas de démarrer celle-ci par la présentation de l'objet d'étude, mais aussi le parcours associé afin d'arriver à la présentation de l'auteur en tant que tel. Alors, comment présenter notre auteur? Eh bien, Samuel Beckett, vous voyez ses dates apparaître. Donc, c'est un auteur du XXe siècle et communément, on a pour habitude de retenir à la fois le fait qu'il soit poète, mais surtout dramaturge, d'expression avant tout française et anglaise. Et comme vous voyez sur l'écran, il obtint le prix de littérature en 1969. Il est avant tout le représentant avec Eugène Ionesco du théâtre de l'absurde. On va justement dans l'extrait qu'on va travailler, voir en quoi d'ailleurs cet absurde se manifeste de façon significative. Donc des personnages aussi, on verra tout à l'heure, plutôt marqués par leur errance et le vide de leur existence. Alors, pour s'intéresser plus particulièrement à la pièce Oh les beaux jours, hein, elle a d'abord été jouée, comme vous le voyez, à New York en 1961 et fort du succès, reçu aux États-Unis, Beckett décide d'en faire une version française 2 ans plus tard et vous avez les acteurs principaux qui, à l'époque étaient extrêmement connus, Jean-Louis Barrault, et Madeleine Renaud, qui vont endosser les rôles respectifs de Willy et de Winnie. On reviendra tout à l'heure sur la signification, bien sûr, des plus symboliques de leurs noms. Alors que dire de l'extrait? Nous sommes au tout début, de la pièce, et vous allez voir que ce qui va être surprenant, bien sûr, c'est, à la lecture, la profusion des didascalies initiales et on va avoir affaire au monologue du personnage féminin, Winnie et ce qui marque le théâtre absurde, c'est qu'il y a ce côté extrêmement déroutant, des pièces à chaque fois, mais ce qui est à retenir, c'est qu'on a sans cesse ce mélange entre tragique et comique et avec cette idée que bien souvent dans les pièces de Beckett, on a la sensation qu'on a affaire à des pièces qui traitent du rien. Je vous renvoie éventuellement, à la pièce En attendant Godot, cette fameuse pièce, hein, où vous avez 2 clochards, Vladimir et Estragon, qui attendent, sur le bord d'une route un mystérieux Godot qui, de fait n'arrivera jamais. Vous avez aussi une autre pièce, un Fin de partie, hein, qui présente, des personnages, hein, qui sont, marginaux ou souvent empêchés, dans leurs mouvements, englués dans un quotidien où il se passe rien. Et en fait, Oh les beaux jours confirme et conforte, cette caractéristique, hein, qui peut, bien sûr, dérouter aux premières lectures ou à la première vue de ces pièces, typiquement, qui sont typiques chez Beckett. Et donc on pourrait, glisser vers la problématique, qui serait la suivante: en quoi cette scène d'exposition contient-elle toutes les spécificités du théâtre absurde? Et donc bien évidemment, on s'intéressera à 2 parties qui me semblent significatives. Tout d'abord, l'analyse de la didascalie initiale, qui est quand même très conséquente, et puis l'analyse du monologue, que, profère, ici le personnage, féminin pardon, dans la pièce. Et donc bien sûr, votre lecture expressive sera, des plus singulières puisque là, vous demanderez d'ailleurs à l'examinateur s'il souhaite que vous lisiez à la fois les didascalies et les propos du personnage et auquel cas, il faudra, alterner entre, une lecture, on va dire objective des didascalies et les propos, un peu, enjoués, on verra justement tout à l'heure et relevés du personnage. Donc ça, c'est à voir effectivement, mais en principe, vu la spécificité du texte, là, vous aurez certainement à lire les didascalies, ce qui n'est pas toujours, justement, le cas, dans, des pièces, on va dire, un peu plus classiques.
Alors, on va, commencer justement par l'analyse du premier mouvement qu'on va, considérer comme, la présentation, la didascalie initiale, qui est ici, typique, du théâtre absurde. Alors, vous voyez ici donc apparaître le texte et ce qui est, 1 chose, hein, pour, ce passage-là, vous avez une didascalie initiale qui présente d'abord le décor et si on remarque bien, Beckett ne mentionne pas du tout de lever de rideau. Ce qui induit aussi une des caractéristiques de son théâtre, que le metteur en scène est libre, heu soit on a un lever de rideau, malgré tout, qui va donc laisser apparaître cette fameuse étendue, d'herbes brûlées, soit le spectateur n'a pas de lever de rideau et on a tout de suite, par un jeu d'éclairage, l'apparition, hein, de ce paysage de désolation et qui semble d'emblée, désertique. Comme on le disait tout à l'heure, hein, l'étendue d'herbes brûlées, suppose un monde, qui a, subi une action qui, donc l'a ravagé, suggère un monde, stérile et pourtant on a, en même temps une expression, hein, petit mamelon, sans flanc au centre en petit mamelon, comme si, l'image de stérilité, était contrecarrée par la fertilité, l'espoir, qui est renforcé aussi par l'expression «les pentes douces», hein, avec la connotation positive de l'adjectif, ici qui accompagne le substantif pense. Pente, pardon. Et donc l'espace, semble aussi, d'emblée dans cette didascalie structuré par, comme en quelque sorte les 4 points cardinaux. On a l'évocation, hein, ce que je vous ai mis en blanc, de l'espace, hein, avec droite, gauche, côté avant-scène, derrière, mais en même temps tout de suite, conforté ou contrecarré plutôt par, les expressions, enfin qui l'accompagnent, hein, par, cette tonalité tragique suggérée et menaçante, hein, par les expressions comme pente, chute, abrupte, hein, qui montrent un paysage, hostile et qui peut-être symboliquement va annoncer la suite, qui va s'avérer, des plus tragiques et la tonalité d'ailleurs, tragique est renforcée, par cette idée de l'expression, hein, nominale, maximum de simplicité et de symétrie. On a l'impression qu'il y a déjà ce décor hostile qui va envahir la scène et aussi les paysages et donc va créer un climat, des plus, désagréables pour le spectateur et puis, on a aussi, ce terme, hein, simplicité et symétrie qui ne sont pas sans faire penser à la tonalité tragique, de l'esthétique classique, hein, c'est-à-dire des pièces raciniennes. On a ce côté, d'un paysage symbolique, mais épuré, qui va, justement avoir comme fonction de, permettre au spectateur de se concentrer, non pas sur des petits détails, mais sur, la place que va avoir, le personnage, justement, dans le cadre de l'action. Donc il y a un petit clin d'œil de la part de Beckett aussi à cette mise en scène et cette scénographie classique. En même temps, il y a aussi la lumière aveuglante, qui pourrait, symboliser, peut-être la lumière au sens le destin des personnages, qu'on retrouve aussi, typiquement dans le théâtre classique. Aveuglante parce que très souvent les personnages raciniens sont aveuglés par leur destin, hein, ils ne voient pas, ce qui leur arrive. Donc là, on voit bien ce côté, ce petit clin d'œil que fait ici, Beckett et puis, ce qui est déroutant, c'est aussi cette toile de fond qui est évoquée, en trompe-l'œil, très pompier, avec ce décor, hein, qui, justement, était significatif, hein, d'une scénographie au XIXe siècle. Ce décor qui était, marqué par une profusion, une profusion donc le style pompier, c'était presque une saturation, de personnages, d'objets sur scène, qui était très à la mode, hein, au XIXe siècle et donc ça paraît tout à fait paradoxal puisque en même temps, Beckett nous précise que le paysage est vide, d'ailleurs qui est renforcé, par l'usage, hein, des tournures négatives qui sont à la fois ou grammaticales ou lexicales, sans nuages, dénudé. On a aussi, l'idée, hein, de par le terme fuite, hein, là, ça serait la négation lexicale, qui suggère justement c'est, ce cadre
peu propice, on va dire, à une sorte de sérénité. Donc d'emblée, par ces didascalies suggérées, pour le scénographe, Beckett, met le spectateur dans une posture déroutante et commence déjà à le déstabiliser par rapport à ses attendus traditionnels. Hein, le lever de rideau, généralement permet, l'arrivée d'un décor, que peut facilement identifier le spectateur. Mais là, il est déjà dérouté, par, ces quelques éléments à sa lecture ou bien sûr, lorsqu'il assiste, à la, représentation. La didascalie, se poursuit et qu'est-ce que l'on remarque, tout de suite? Eh bien, c'est là l'apparition, hein, du personnage de Winnie qui est présenté comme enterré jusqu'au-dessus, de la taille, dans le mamelon. Donc on a, un personnage qui, par le participe passé enterré, semble montrer que, il va y avoir cette absence, de mouvement, cette absence de dynamisme et surtout, bien sûr, on pense à la connotation, enterré, qui va, annoncer, de façon presque proleptique, la mort, qui, semble inscrire le personnage dans cette destinée, tragique. Et puis l'expression «jusqu'au-dessus de la taille», renforce cette idée de l'oppression, hein, le personnage qui est, coincé, par, quelque chose qui lui est extérieur et la première question que va se poser le spectateur: «Est-ce que ce personnage va, dans quelques minutes, s'extraire de la terre ou, bien au contraire, il va, ce personnage être happé par la terre et auquel cas, que va-t-il se passer s'il est happé? Il va plus pouvoir, parler, il y aura pas d'action et donc, le vide de la mise en scène va être complété par le vide de l'absence, de langage. Et puis on a, aussi bien sûr le prénom, Winnie qui, alors là pour le coup c'est typique chez, Beckett, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a toujours une signification, une portée symbolique donnée au nom des personnages. Dans En attendant Godot, vous aviez Godot qui fait appel à God, Dieu, puisque c'est l'histoire de personnages qui attendent un Godot qui ne viendra jamais, donc un dieu finalement qui n'existe pas. Winnie, eh bien, on pense tout de suite, on pense tout de suite au verbe anglais to win, qui veut dire, gagner, comme vous le savez. Or, vu ce que présentent les didascalies juste avant, elle ne semble pas être dans une dynamique de victoire, de réussite, tellement elle est coincée justement, hein, dans ce décor et ces objets et donc, on pourrait déjà, se demander si l'auteur n'a pas une démarche ironique, et c'est conforté aussi par les expressions que vous voyez en jaune qui semblent nous présenter un personnage, heu, somme toute quelque peu parodique, hein. Elle fait penser à une actrice hollywoodienne. On a le champ lexical, hein, et la représentation du cliché de l'actrice hollywoodienne qui est blonde. On a les épaules nues, avec les bras aussi, hein, le corsage très décolleté, on a l'évocation de la poitrine, plantureuse avec le collier de perles. Bref, on a une représentation alors si on ne fait que lire le texte, on voit se dresser, ce personnage hollywoodien, mais avec, ce côté parodique puisqu'on nous précise bien qu'elle a la cinquantaine, même s'il y a ces beaux restes, mais comme une impression d'une beauté, décadente, hein, et même, il y a cette idée, hein, enfin on pourrait dire, que l'expression de beau reste, hein, c'est une expression un peu familière ou inélégante, et donc se dresse un personnage, Winnie, qui semble être, l'incarnation de la victoire, mais plutôt, paradoxalement ici, un personnage marqué par sa caricature et une forme de décadence aussi bien, par son corps et peut-être aussi par l'esprit puisque, semble-t-il, elle ne fait pas grand-chose et on a même, l'expression: «Elle dort». Donc on a bien ici comme une sorte d'évocation de passivité, de léthargie, qui annonce que le personnage va d'emblée peut-être être inscrit dans l'immobilité, la défaite, qui, serait donc l'inverse de ce que pourrait potentiellement incarner son prénom. Et donc, on voit bien ici
que, cela peut aussi renvoyer, encore une fois, à l'ironie tragique que l'on a, et que l'on avait dans le théâtre classique au XVIIe siècle. On voit bien qu'il y a ces références permanentes que fait, Beckett, même dans la didascalie initiale. Et puis, rapidement, donc vous avez la posture, elle dort, et puis, ça c'est typique aussi du théâtre de l'absurde, la part, conséquente qui est donnée aux accessoires qui ont toujours une symbolique dans le théâtre absurde. Ils ne sont plus comme, des objets qui vont être, simplement qui vont faire office de décor, d'accessoires, pour, permettre le côté, réaliste. Dans le théâtre absurde, les accessoires, prennent toute une signification, une symbolique, importante. On a donc de préciser le fameux grand sac noir, un genre cabas. Il y a la couleur noire, hein, qui pourrait renvoyer à l'ironie tragique et puis le grand sac, hein, qui, peut aussi à son tour par, sa fermeture, symboliser, l'étouffement, du personnage. On a l'ombrelle, qui aussi, est cet accessoire que l'on se met au-dessus de la tête, pour, éviter, la lumière ou le soleil. Donc, il y a aussi, peut-être cette idée de ne pas vouloir voir. Donc on voit bien que cet accessoire aussi prend du sens, et il est précisé que, une ombrelle à sa droite, hein, une ombrelle à manches rentrant et rentrée, dont on ne voit que la poignée en bec de cane. Donc là aussi, il y a cette, signification peut-être, hein, de l'ombrelle rentrée, donc qui renforce comme le grand sac l'idée de la fermeture et donc ce personnage qui va être fermé, à son destin, au sens où il ne va pas arriver à le percevoir et surtout le maîtriser. Et puis, vous avez, ensuite, donc on passe au visuel suivant, la présentation scénographique à sa droite, derrière elle. Donc vous avez bien une représentation, symbolique dans l'espace, hein, qui suggère qu'elle, elle est en premier plan, mais que va se trouver un deuxième personnage, ici, qui est le personnage de Willy. Et on voit bien par, les expressions allongées par terre, endormi, caché, que, il est déjà aussi, lui, sous le sceau, du tragique, et de l'absurde. L'absurde étant, conforté par son nom, cette fois-ci, Willy. Donc, là, on pense encore une fois au terme anglais, enfin, c'est un dérivé, hein, de l'anglais the will, la volonté et on voit bien ici que, ce personnage aussi ne semble pas, s'inscrire dans une dynamique, mais plutôt, semble lui aussi happé, par, l'immobilisme, et donc on rejoint, l'ironie tragique qu'on avait déjà présente, dans le personnage de Winnie et dans sa présentation aussi, à la fois physique et sa présentation dans l'espace. Et puis, on voit ici, que, dans la didascalie, vient, apparaît la dimension du temps. Et justement, à partir de cet instant, on a, l'accent qui est mis sur le temps, qui est précisé comme un temps long. Ça, c'est une des grandes thématiques du théâtre de l'absurde, hein, le temps, qui écrase, les personnages et qui est aussi marqué, par le vide. Il y a très souvent, hein, dans le théâtre de Beckett, cette idée de l'extrême lenteur, l'extrême lenteur de l'écoulement du temps, hein, auquel doivent faire face, les personnages et qui, justement, met, mal à l'aise aussi, le spectateur, hein, face à cette idée. Et puis vous avez l'irruption d'une sonnerie qui est précisée comme perçante, donc il y a comme une idée de personnages qui doivent faire face au temps, mais il y a aussi un deuxième obstacle qui apparaît ici, la sonnerie, par l'utilisation, hein, du terme perçante, qui, est donc présenté ici, comme, une sonnerie, désagréable, hein, on a, cette idée d'une sonnerie qui est là pour réveiller, justement le personnage et puis vous avez, cette sorte de rythmique, hein, qui est évoquée aussi par les expressions 5 secondes, 3 secondes, un temps long, comme si, il y avait ce caractère répétitif et cette idée d'un supplice, hein, qui, oblige le personnage à se réveiller.
Et il y a cette idée ensuite, hein, elle se redresse, pose les mains à plat, rejette la tête en arrière, fixe le zénith. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a, l'impression d'un jeu qui s'instaure entre elle et la sonnette, qui s'arrête quand elle est réveillée et qui, donne déjà l'impression d'une sorte de marionnette, qui va être, soumise aux caprices, de l'objet, aux caprices du temps. Et le réveil, hein, de Winnie est symbolisé aussi par, ces gestes qu'on vient d'évoquer, lever, regarder, puis se redresser, poser. Donc on a l'impression, qu'on a, une marionnette certes, mais qu'on a une attitude presque combative, hein. Elle lève la tête, elle se redresse, elle prend appui, comme si elle voulait montrer qu'elle affrontait, la réalité en face. Et on a cette, aussi symbolique, hein, par, l'expression qui clôt cette didascalie avec, elle fixe le zénith. Ce caractère combatif, d'ailleurs, va apparaître, par la suite dans, ses premières phrases. Mais, bien sûr, une impression, pour le spectateur d'être complètement, dérouté par, c'est, cette mise en scène ou cette lecture de didascalie initiale. Mais encore une fois, ce que vous mettrez en évidence, c'est que, ces didascalies font la spécificité du théâtre de l'absurde. Rien n'est innocent, rien n'est mis au hasard, hein, dans l'écriture de l'absurde ou dans la représentation, scénique. Tout a du sens, la gestuelle des personnages, mais et aussi, j'ai envie de dire surtout, la présence, des objets qui sont toujours significatifs d'une symbolique, hein, que veut faire passer, bien sûr ici, l'auteur. Alors, ce qui nous amène, à glisser, lentement mais sûrement vers, les premiers mots, hein, que prononce justement, notre personnage féminin. Je vous ai mis, une représentation, qui peut quand même, très bien illustrer la mise en scène, qu'on pourrait imaginer, hein. Donc vous voyez ici cette, représentation, qui montre bien les 2 personnages et aussi cette, symbolique, hein, que l'on aurait, qui se mettrait petit à petit en place. Alors, donc on a évoqué, le réveil de Winnie qui est, symbolisé par, plusieurs gestes. On va arriver à enfin ces paroles, qu'elle prononce. Alors on pourrait avoir l'impression que dans un premier temps, elle exprime une forme d'optimisme, alors les répliques, hein, elles sont mises, en blanc et vous voyez bien, qu'il y a plutôt une inondation des didascalies, hein, face à la parole. Heu, on a encore une journée divine qui est une parole positive, alors que tout, dans sa situation, pourrait inciter au désespoir. L'emploi, de l'adjectif divine suggère d'ailleurs, une référence à la foi religieuse. Ce qui semble d'ailleurs, confirmer l'attitude, hein, de prière que Winnie, prend ensuite. Les mots qu'elle prononce, hein, elle prononce Jésus-Christ, Amen, siècle des siècles, Amen. Il y a ce côté, aussi, mécanique, hein, dans ses propos. Beckett prend soin de préciser que cette prière, pardon, est très courte et vous voyez qu'il y a une sorte de décrescendo, 5 secondes, 3 secondes. Il y a comme un écho, bien sûr, avec la sonnerie du réveil. Et puis on a, cette idée que, la prière devient ensuite, inaudible. Elle est précisée comme étant, arrière-prière, les mains qui aussi se disjoignent. On a l'impression ici que la répétition, d'un côté, accentue le caractère mécanique de l'action, mais que aussi, si Winnie possède une foi, qui la maintient, qui lui donne la force de vivre, en même temps, on a l'impression que, ce n'est pas cette religion officielle qui la lui donne. Elle a des rites, presque, formels et mécaniques qui laissent, douter, hein, de la portée véritable de sa prière. Vous avez, donc la répétition, hein, des mains qui se disjoignent, qui reprennent leur place, et donc on a l'impression que cette prière,
n'est pas, authentique puisqu'elle est mécanique et on a les impératifs aussi, qu'elle va, prononcer donc vous allez, heu, le voir ensuite, apparaître, dans, le visuel suivant. On a les impératifs, hein: «Commence Winnie, commence ta journée Winnie». On a, ces impératifs qui sont, presque comme, non plus maintenant un enthousiasme et un dynamisme, comme si elle se forçait, justement, à parler et à vouloir débuter, quelque chose. Et puis, ensuite on a, de nouveau une longue didascalie, qui, va voir apparaître un accessoire, indispensable de Winnie, c'est son fameux, sac à main qui encore une fois, va, révéler, d'autres objets qui, à leur tour, vont avoir une portée, symbolique. Donc on voit, hein, aussi ces actions que je vous ai mises, en vert, hein. Elle se tourne, elle farfouille, elle sort, enfin bref, on va pas tous les évoquer, mais on a une profusion d'actions, mais qui aboutissent à une action, qui n'a pas de sens ou du moins qui est encore une fois, marquée par le côté, mécanique et insignifiant. Et puis, vous avez donc l'apparition de cette fameuse brosse à dents, qui va être détaillée étape par étape et on a, donc tous les mouvements du corps qui sont, explicités comme on évoquait, tout à l'heure, avec aussi ce côté mécanique et répétitif et les didascalies insistent sur le fameux tube de dentifrice qui est pratiquement, vide, hein, par l'évocation, il est aplati, avec, cette idée, hein, de la difficulté à faire sortir, un peu de pâte sur la brosse et bien sûr, il est évident ici que Beckett s'amuse et provoque, le spectateur en accordant à ce geste banal du quotidien une importance qui semble, évidente, grande, et surtout qu'il ajuste, aussi il rajoute, hein, l'expression, enfin l'adverbe pudiquement, pour qualifier, l'action, hein, que fait Winnie lorsqu'elle crache et donc il joue avec, le spectateur, en lui montrant, bon, bah, que c'est peut-être une action à ne pas montrer, ça se montre pas, mais n'empêche que je le fais. Je vous montre une action qui semble banale et on remarque d'ailleurs au moment où elle crache derrière le mamelon, vous avez qui est juste, derrière? Il y a, Willy pardon, qui est, sous ses yeux et donc on a presque l'impression qu'elle lui crache dessus, et d'ailleurs il y a aucune, réponse, hein, qui parvient. Et donc il y a ce côté déstabilisant de son attitude. L'adjectif tendre qui qualifie son sourire peut laisser supposer, une sorte d'amour, réciproque. Donc ça crée un effet d'attente chez les spectateurs, mais qui est tout de suite, stoppé, hein. Beckett fait exprès de ne pas renchérir. On a juste, voilà, elle se retourne et on a ce Willy qui, ne semble pas réagir du tout. Et donc, il y a une sorte d'ambiguïté entre l'entrelacement entre Willy et le dentifrice, qui, est évoqué juste après l'exclamation du pauvre Willy. Il y a comme une sorte de confusion, comme si le tube de dentifrice, deviendrait aussi la métaphore même de la vie, celle de Willy et Winnie par extension. Et puis après, vous avez la suite des répliques, enfin répliques, c'est plutôt le monologue, hein, des phrases nominales très brèves, qui, donc sont, qui suggèrent justement encore une fois le vide de l'existence, hein. On a, rien à faire, petit malheur, et il y a presque aussi, une impression de propos qui sont, décousus, qui n'ont pas de sens, mais en même temps qui suggèrent la résignation, devant l'inévitable. La fin du tube de dentifrice serait quelque part comme la métaphore de la fin, des êtres. Donc encore une fois cette, tragédie, qui semble être, omniprésente et puis, ces, expressions, aussi avec le «ou», hein, qui est répété avec ces tournures exclamatives, qui montrent bien, qu'ici on a, absolument aucune communication qui semble, se mettre, en place et qui, va aussi à la fois, dérouter, le spectateur. Et que fait d'ailleurs, face à ce manque de réponse,
hein, qu'a Winnie, qu'on n'a pas Winnie. Elle est dans une action encore une fois mécanique. Elle cherche, elle ramasse, elle revisse, elle dépose, elle se tourne vers le sac. Est-ce que justement ces expressions, qui révèlent un quotidien, extrêmement banal, ne serait pas la métaphore aussi de la vie, le fait de chercher le capuchon, c'est chercher un sens à son existence, de le ramasser, c'est-à-dire d'essayer, de prendre, quelques miettes, significatives de son existence, de revisser, c'est-à-dire de recoller les puzzles peut-être d'une existence, chaotique avec, cette idée de, bah, il ne reste plus qu'à se tourner vers le sac et le sac, vous vous souvenez, ce cabas noir qui est, l'ironie, la tragédie humaine et donc on voit bien ici, que, comme ça déroute le spectateur, il est invité à essayer de trouver du sens, non pas via les paroles du personnage, mais via la présence, significative ou symbolique des accessoires. Alors pour conclure, on pourrait dire qu'en fait ici, dès le début du spectacle, Beckett, met en scène tous les enjeux qu'il souhaite, mettre en place. Il va désorienter en effet le spectateur, qui lui est plutôt en attente d'un théâtre, traditionnel. Il le désoriente de quelle façon? Bah, déjà par un décor qui est improbable, par des personnages qui ne sont pas clairement définis. On ne sait pas véritablement, hein, le lien entre Willy et Winnie. On n'a pas d'intrigue particulière, si ce n'est qu'on constate qu'on a une femme enfoncée, jusqu'à la taille, dans la terre, qui se réveille, qui se lave les dents, donc rien d'extraordinaire et d'époustouflant, qui s'examine, hein, dans sa petite glace, mais on a, voilà, ces attentes qui ne sont pas, remplies, dès le début de la pièce. Juste un personnage, symboliquement, on en déduit cela, placé dans une situation invivable qui semble happé progressivement par la terre et donc on en déduit que c'est peut-être la symbolique aussi, de la dégradation, du temps, de la vieillesse et donc de la mort. Un personnage qui semble, s'efforcer de vivre, mais vu le décor, on se demande ce qui peut bien se passer par la suite, c'est-à-dire peut-être aussi, pas grand-chose et donc là, on est typiquement, dans, le renversement du théâtre traditionnel et vous ferez votre ouverture, bien sûr avec, Le Malade imaginaire de Molière où là, on a vraiment les attentes, hem qui sont, confortés, par la scène d'exposition qui répond aux fameuses questions traditionnelles, qui, quoi, où, comment et pourquoi. Là, rien, aucune de ces questions ne trouve une réponse, significative et probante et c'est ce qui fait la spécificité, vous le redirez bien, du théâtre absurde, c'est qu'il vous laisse dans une posture très inconfortable, hein. Vous n'êtes pas assis tranquillement dans votre fauteuil, vous êtes plutôt, dérangé. Alors certains vont peut-être avoir envie de se lever du fauteuil et de partir, mais en fait l'idée de Beckett, c'est vraiment de vous questionner sur à la fois le spectacle, c'est-à-dire la mise en scène et la portée symbolique des accessoires et sur la comédie au sens, bah, la portée significative d'une comédie. Quel est son sens véritable? Et là, on revoit bien, toute la dimension philosophique du théâtre absurde. Voilà, j'espère que ce extrait nous a pas tant dérouté que cela, que vous avez bien pris des notes pour pouvoir, justement en faire ressortir, l'essentiel, le jour de l'oral. D'ici là, je vous dis à très vite, à très bientôt sur Clapotis.